Des noms rébarbatifs, mais qui ont fait de Bill Gates l'homme le plus riche du monde. Une histoire très édifiante. IBM, donc, a décidé de se procurer des logiciels pour micro. Mais à qui les acheter? En 1982, deux hommes se partagent le marché. Gary Kildall, 39 ans, docteur en informatique, et un tout jeune homme de 24 ans, Bill Gates. Sa société, Microsoft, n'est encore qu'une petite entreprise. Son créneau, les langages de programmation dont elle est le principal fournisseur sur le marché naissant de la micro-informatique. Gary Kildall, quant à lui, vend le système d'exploitation que tous les micros utilisent, le CP/M. C'est lui-même qui a inventé ce premier système pour micro. Sa société, baptisée modestement Intergalactic Digital Research, le commercialise sous licence. J'avais besoin d'un système d'exploitation. Comme il n'en existait pas, je l'ai écrit moi-même. Et puis, il s'est trouvé que d'autres gens en avaient besoin aussi. Alors, ça s'est fait naturellement. J'ai commencé à le vendre. Dans l'esprit de Gary, les choses étaient parfaitement claires. Bill s'occupait de langage et lui, il s'occupait de système. Il était persuadé que ça ne changerait jamais. Pourtant, les choses vont changer, à cause de la personnalité des deux hommes. Gary était assistant dans mon université. Quand j'allais le voir, on s'installait dans son jacuzzi, on fumait des joints et on discutait de la misère du monde et de technologie. Il adorait les gadgets, tout comme moi. D'ailleurs, je les adore toujours. Faire des affaires ne l'intéressait pas. Il aimait travailler sur des projets qu'il passionnait. Ce n'était pas son genre de se précipiter pour breveter chaque ligne de code du CP/M et d'essayer d'en extraire le moindre dollar. Gary n'était pas un battant. Il évitait les conflits. Il les détestait. Bill, au contraire, n'a jamais reculé devant un conflit. Qui est Bill Gates? Le musée de Microsoft nous propose une rétrospective. Le petit Bill a grandi à Seattle, où son père était un avocat de renom. Une famille bourgeoise et ordinaire. À plus d'un titre, sauf un, chez les Gates, on entretient l'esprit de compétition comme la flamme olympique. Je me souviens d'avoir passé un week-end chez sa grand-mère. Tout était prétexte à compétition. Même les invités devaient participer. Il y avait des enjeux pour tout. Qu'on joue aux cartes, au ballon ou qu'on se baigne. Le gagnant était toujours récompensé et le perdant toujours sanctionné. Un jour, on était dans la maison de ses parents. Bill tenait mordicus à me montrer qu'il était capable de faire un puzzle en 4 minutes. Sur la boîte, il était marqué « Si vous êtes un génie, vous ferez ce puzzle en 7 minutes ». Il voulait absolument le défaire et le refaire devant moi. Je lui ai dit « Non, c'est pas la peine, je te crois sur parole ». Bill Gates semble vivre dans un monde à part. Quand il travaille, il ne faut pas lui demander de penser à quoi que ce soit d'autre. La veille d'un salon à New York, notre démo s'est plantée. Bill a travaillé dessus toute la nuit. Le matin, ça ne lui est pas venu à l'esprit de s'arrêter 10 minutes pour aller prendre une douche. Pourtant, il en aurait eu bien besoin ce jour-là. IBM va charger Jack Sams de prendre les premiers contacts en vue de choisir le fournisseur de son système d'exploitation. Entre Gary Kildall et Bill Gates, Jack Sams choisit de téléphoner à Bill Gates. Quand j'ai appelé Bill Gates, j'ai juste dit que je souhaitais venir le voir pour discuter de ses produits. Bill a proposé un rendez-vous la semaine d'après, mais ils ont répondu qu'ils voulaient le voir le lendemain.
Steve Ballmer, encore un futur milliardaire, vient d'entrer à Microsoft. À l'époque, il est le seul de l'équipe à avoir reçu une formation commerciale. Gates et Ballmer, conscients du caractère crucial de ce rendez-vous, se mettent sur leur 31. Bill m'a demandé d'assister à la réunion parce que j'étais le seul autre type qui faisait pas trop nigo en costume cravate. On est arrivé vers 2 heures. Un jeune homme est venu nous chercher à l'entrée de l'immeuble. J'ai cru que c'était le garçon de bureau, mais évidemment c'était Bill. Il était très accommodant. Quand on a sorti l'accord de non-divulgation, comme quoi Microsoft était tenu à la confidentialité, mais pas nous, il a signé sans hésiter. Ce n'était pas évident. On nous a demandé de signer des tas d'accords bizarres qui permettaient à IBM de faire tout ce qu'il voulait et d'utiliser tous nos secrets. Il fallait une bonne dose de confiance. Jack Sams souhaite que Microsoft lui fournisse à la fois un système d'exploitation et un langage de programmation. Seulement, Microsoft n'a pas de système d'exploitation. Ils ont cru qu'on en avait un, parce que le nom de CPM figurait sur un de nos produits. On a dû leur dire qu'on était prêt à s'occuper des langages, mais qu'il faudrait trouver un système ailleurs. Quand on a compris ça, Bill a dit que Gary Kildall pourrait sans doute nous proposer quelque chose. Alors je lui ai demandé d'appeler Gary. Alors Bill a décroché le téléphone et il a dit « Gary, je t'envoie des gens importants, tâche de les recevoir comme il faut. » Alors les hommes d'IBM prennent l'avion pour la Californie et se rendent dans cette maison, le siège de Digital Research. Recevoir la visite de représentants d'IBM, c'est comme si la reine passait prendre le thé, comme si le pape venait demander conseil, comme si Dieu lui-même frappait à la porte. Qu'ont fait Gary et Dorothy Kildall? Ils les ont renvoyés. Gary était occupé ailleurs. Alors c'est sa femme Dorothy qui nous a reçus. IBM a sorti son accord de non-divulgation. Évidemment, avec du recul, c'est facile de dire que Dorothy a pris une décision idiote. Elle a lu attentivement le contrat, les clauses de confidentialité, etc. Et elle a déclaré « Je ne peux pas signer ça ». Elle a fait son boulot. Elle a appelé un avocat pour examiner cet accord de non-divulgation. Il a littéralement vomi dessus. Bref, tout ça était très désagréable pour les gens d'IBM, qui n'avaient pas l'habitude d'attendre. Avec en plus l'ambiance chaotique qui était toujours celle de cette maison. On a passé toute la journée avec les avocats des uns et des autres à ergoter pour savoir si elles pouvaient commencer à envisager de discuter avec nous. Et on est parti. Digital Research a perdu la partie avant même de l'avoir entamée. Les représentants d'IBM se tournent de nouveau vers Microsoft. Bill Gates n'est pas du genre à donner une deuxième chance à un concurrent. Il sait voir l'affaire du siècle et la saisir. Il fallait que quelqu'un le fasse. Sinon IBM allait abandonner son projet de PC. Si IBM laissait tomber, ça voulait dire qu'on n'allait pas leur vendre nos langages. Il fallait à tout prix qu'ils continuent. On était au sans-coup, parce qu'on s'était engagé à écrire pour IBM des versions de BASIC, Fortran, COBOL, enfin de tous les produits de la société, à livrer dans des délais très courts. Le problème restait entier. IBM avait besoin d'urgence d'un système d'exploitation, Bill Gates n'en avait pas, mais il a su exploiter la chance pour devenir milliardaire. Paul Allen, l'associé barbu de Bill Gates, découvre qu'il existe sur le marché un deuxième système d'exploitation. J'ai trouvé une petite entreprise du coin, SCP, où un programmeur, Tim Patterson, avait mis au point un système très rudimentaire, qui ressemblait un peu au CPM de Gary Kildall. Alors on a dit à IBM, on s'occupe d'acheter ce système et de l'améliorer, et vous pourrez sortir votre PC. Pour écrire son système, Tim Patterson s'était, inspiré du CPM de Gary Kildall.
J'ai acheté le manuel CPM pour $5 en 1976. Et je m'en suis servi pour établir l'interface de programmation de mon système d'exploitation. Le voilà, le système